parler d'une façon générale sur les aspects réglementaires globaux, parce que comme il y a des élus qui sont dans la salle et puis du public, c'est intéressant aussi qu'ils soient informés. Et puis, j'essaierai d'aller plus rapidement après sur la partie cyanobactérie. Alors donc, il y a une réglementation, et pourquoi il y a une réglementation? Parce que l'eau de baignade, c'est un déterminant de santé, c'est effectivement, l'eau peut véhiculer un certain nombre de pollutions virologiques, microbiologiques, chimiques, toxiques, notamment avec celle des cyanobactéries, et affecter l'homme. Vous verrez ici que, ici on a représenté en gros tous les déterminants de santé qui agissent sur l'état de santé, 15% en gros c'est des facteurs génétiques, et puis après on a toutes les histoires de compartiments, de comportement, et puis d'inclusion sociale, et puis en même temps, notamment, les problèmes, 60% des problèmes de santé sont liés aux conditions de vie, de travail, de chômage, etc. La santé intervient relativement peu, 15 à 20%, ce ne sont que des accidents de la vie. Et vous voyez qu'entre autres, il y a l'eau et l'hygiène sur lesquelles on peut intervenir, et puis l'agriculture, la production alimentaire pour améliorer l'état de santé de la population. Les textes de référence, je n'irai pas dans le détail, il y a une directive européenne, bien sûr, qui cadre tout l'aspect réglementaire. Le Code de la santé publique, où ici vous avez tous les articles aussi qui sont référencés. Le Code des sports aussi, notamment quand il y a des entrées payantes et qu'il doit y avoir une surveillance. Et puis le Code général des collectivités territoriales, et notamment le pouvoir des maires en matière de salubrité et de police municipale. Et c'est important puisque c'est donc le maire qui prendra la décision sur cette commune d'ouvrir ou d'interdire une baignade en fonction de la qualité. À grands traits, le cadre réglementaire. Je rappelle qu'une zone de baignade ne peut pas être ouverte n'importe comment, n'importe où et dans n'importe quel lieu. Il doit y avoir d'abord une déclaration qui doit être faite au maire avec un dossier, lequel maire informe le préfet et l'ARS. Que chaque année, il y a un recensement aussi sur chacune des communes qui doit être fait des zones de baignade, et notamment le public est invité à faire part de certaines propositions. Je rappelle que le gestionnaire d'un site de baignade, souvent, alors c'est rarement privé, mais c'est souvent une collectivité territoriale, donc une commune, c'est la personne qui est responsable sur tout ce qui se passe dans la baignade, et à la fois donc qui est garant des conditions de respect des règles d'hygiène et de sécurité sur sa commune. On définit bien sûr la durée et la période de la saison balnéaire. On établit aussi un profil de l'eau de baignade, et ça c'est important, je vous propose d'y passer un peu plus de temps. Notamment, ça doit être un document qui doit être fait de façon à pouvoir être en mesure de pouvoir gérer tous les événements qui se posent sur une baignade. Et ce dossier, il doit comprendre à la fois une description des caractéristiques physiques, géographiques, hydrogéologiques des eaux de baignade. Alors c'est relativement simple quand il s'agit d'un étang. C'est un peu plus compliqué, nettement plus compliqué quand on a affaire à une rivière, et encore plus compliqué quand on a affaire à un lac tel que le lac des Guzons, et parce que, entre autres, on doit prendre en compte aussi tout ce qui provient des eaux de surface amont du bassin versant, et notamment la qualité des eaux de la Grande et de la Petite Creuse qui alimentent le lac Chambon et l'enrichissent en nutriments. On a parlé un peu de nutriments. Je me souviens qu'en 2002, on avait fait avec des spécialistes de l'INRA, l'Agence de l'eau, etc. On avait évalué qu'il y avait quand même 200 tonnes de phosphore qui rentraient chaque année dans le lac, ce qui est important, et qu'on a un phénomène de sédimentation important dans le fond du lac. Il doit y avoir dans ce dossier aussi une identification et une évaluation des sources de pollution. Et donc c'est évaluer et rechercher tout ce qui peut ruisseler jusque dans le lac et qui peut contaminer les eaux du lac. Je rappellerai que toutes les collectivités autour du lac ont fait des efforts importants en matière d'assainissement et qu'il y a un zéro rejet d'eau usée dans le lac pour les communes qui entourent le lac des Guzons. Qu'en amont, sur la Grande Creuse et la Petite Creuse, il y a eu aussi des gros efforts d'assainissement qui ont été menés, mais que les cyanobactéries, elles ont relativement besoin de peu de phosphore pour pouvoir se développer. Il doit y avoir aussi dans le dossier une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries, et c'est évident que sur le lac Chambon, compte tenu des accidents de parcours qu'il y a eu au cours des 10 dernières années ou 20 dernières années, ce potentiel est très important. Même chose pour les macroalgues et phytoplanctons.
Et puis aussi, il doit être défini des mesures de gestion par la collectivité pour gérer tous ces phénomènes anormaux qui peuvent se présenter sur la qualité des eaux et prendre les bonnes dispositions et, si possible, éviter ou intervenir auprès de ceux qui peuvent arriver à maîtriser les sources de pollution qui rentrent dans le lac. L'emplacement des points de surveillance et une révision aussi régulière du profil de baignade. Le gestionnaire d'un site de baignade, il établit aussi un programme de surveillance de qualité des eaux, et notamment c'est un contrôle interne, c'est pas celui de l'ARS, c'est celui que doit faire le gestionnaire de baignade, notamment avec une surveillance au minimum journalière des aspects visuels du site de baignade, et si possible, dans un certain nombre de cas, il a la possibilité aussi de suivre des indicateurs qui sont sélectionnés dans le profil de baignade. Alors ça peut être, par exemple, le pH de l'eau, la température de l'eau et de l'air, la concentration d'oxygène, on a vu, ça a été parlé tout à l'heure aussi, et la concentration en phosphore. Ça peut être des éléments relativement simples, des automates qui peuvent être installés. Il doit prendre des mesures réalistes et proportionnées en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade. Par exemple, on a parlé que tout l'assainissement autour du lac avait été géré de façon à ce qu'il n'y ait aucun rejet au lac. Analyser la qualité de l'eau de baignade, oui, c'est hors du contrôle sanitaire. J'en ai entendu tout à l'heure un maire qui disait qu'effectivement, il faisait des contre-analyses et il recherchait d'autres paramètres que le contrôle sanitaire qui est effectué dans son département. Et oui, c'est une facilité et c'est un bon choix de la collectivité de faire des analyses complémentaires. Informer le public, et oui, on doit être en totale transparence, et le public doit être totalement informé des risques qu'il encourt à se baigner éventuellement dans certaines conditions. Et puis bien sûr, le gestionnaire doit se soumettre au contrôle sanitaire ARS, dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis évidemment informer les autorités de toute situation anormale et des décisions qu'ils doivent prendre. Et c'est vrai que toutes les collectivités jouent parfaitement bien ce jeu. Focus sur le contrôle sanitaire des eaux de l'ARS, donc ça consiste à des inspections des zones de baignade, donc c'est fait chaque année. De contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire, effectivement, et d'information du public, donc ça c'est fait aussi systématiquement chaque année quand il y a des problèmes qui surviennent, malheureusement. Et la réalisation de prélèvements et d'analyses, et chez nous dans le département, on est resté à 4 prélèvements par saison balnéaire pour les aspects microbiologiques, et dont un qui est fait avant saison. Et puis pour la suite, c'est le laboratoire qui a été retenu par le marché public ARS, qui est le laboratoire Carsolion, qui assure les prélèvements. Mais il n'empêche que nos agents sont aussi en capacité d'intervenir quand il y a des problèmes, notamment de développement de cyanobactéries. Les frais sont à la charge du responsable de l'eau de baignade, bien sûr. Les analyses comportent alors des recherches microbiologiques, et vous verrez que le classement de qualité d'une baignade n'est établi que sur la partie microbiologique. Et on ne prend pas en compte, et ça ne prend pas en compte le problème des cyanobactéries. Normalement, on ne fait pas de recherche, on ne fait plus de recherche physico-chimie, mais on vous a indiqué ici qu'on fait quand même une mesure de la transparence, du pH, de l'oxygène dissous et de la température de l'air et eau, parce que ce sont quand même des bons indicateurs pour relever si on a des indices de pollution ou de développement de cyanobactéries dans le lac. Et puis, bien sûr, de présence de cyanobactéries. Alors, c'est pas forcément que la présence. La réglementation impose à la fois de faire la recherche de la présence, et si on est à partir d'un certain seuil, l'identification de toutes les espèces de cyanobactéries identifiées, dont notamment les toxinogènes, celles qui présentent et qui relarguent des toxiques. Et puis, effectivement, elles relarguent des toxiques, on fait des recherches alors de microcystine ou dans certaines conditions d'anatoxine A. On en reparlera. Classement des zones de baignade, j'insiste pas, on prend en compte les résultats des 4 dernières années pour pouvoir arriver à faire un classement. 4 catégories, excellente, bonne, suffisante et insuffisante. Insuffisante, il faudra fermer la baignade si c'est 5 années de suite. Donc je passe parce que ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Sur la recherche et le suivi des cyanobactéries,
Je rappelle que, et ça a été dit par mon prédécesseur, il y a une évaluation des risques sanitaires qui a été faite par l'AFSET, l'Agence française nationale de sécurité sanitaire, en 2006, qui est devenue maintenant l'ANSES. Et donc, comme il a été dit, la Direction générale de la santé a ressaisi l'ANSES pour avoir une réactualisation de toute la démarche et des protocoles à suivre en matière de risques sanitaires des cyanobactéries. Donc c'est une évaluation des risques sanitaires. L'ANSES ne gère pas la gestion, c'est la Direction générale de santé qui définit, au vu des recommandations qui sont données par l'ANSES, c'est la Direction générale de santé qui définit comment il faut gérer la situation. Et cette situation, elle est décrite par une instruction du 23 mai 2004, et donc voici le contenu. Quand on a affaire, on fait une recherche mensuelle, maintenant, dès lors qu'on a une baignade, une saison d'ouverture qui est définie, on fait une recherche mensuelle des cyanobactéries. Si elle devient... et puis, donc c'est mensuel, mais pour les sites qui sont à risque, par exemple, c'est comme le cas sur le lac Chambon, on va passer, par contre, au minimum 2 fois par mois. Et puis à partir ensuite, on va intervenir en fonction du taux de cellules de cyanobactéries qui vont être identifiées. Si on est inférieur à 20 000 cellules par millilitre, on reste sur la programmation d'1 fois par mois ou 2 fois par mois en fonction du site. Si on est supérieur à 20 000 cyanobactéries par millilitre, mais inférieur à 100 000, à ce moment-là, on passe à une surveillance hebdomadaire avec recherche des toxines. Et en même temps, on fait une information du public, parce que notamment pour des enfants, il y aura peut-être besoin qu'ils prennent une douche en sortant de la baignade. Voilà. Si on est supérieur à 100 000 cellules par millilitre, avec présence de cyanobactéries toxinogènes, à ce moment-là, on a bien aussi une surveillance hebdomadaire. On va rechercher les toxines, donc c'est ça essentiellement les microcystines. Mais ça peut être aussi les anatoxines, en tout cas c'était le cas pour les cyanobactéries benthiques qui ont été citées tout à l'heure et qui étaient responsables du décès de chiens, notamment sur la vallée du Cher, on était concerné à Chabris, et puis la vallée de la Loire. On va dire aussi, on va proposer à la collectivité de diffuser des recommandations d'interdiction de baignade et demander à la collectivité de prendre un arrêté d'interdiction de baignade. Et aussi, on a dit, d'interdiction de consommation du poisson pêché. Donc c'est ce qui a été pris l'année dernière, et puis aussi en 2002. Parce qu'il y a des différentes études qui montrent qu'on peut avoir une accumulation de toxines dans la chair de certains poissons, pas forcément tous les poissons, c'est pas bien connu tout ça, mais il y a des indicateurs qui montrent que ça peut se passer, et donc il faut prendre des précautions. Et on fait une information du public. Et puis dans le cas où on a dans les recherches des microtoxines, si on a des microcystines, si on est supérieur à 13 microgrammes par litre ou si on a plus de 40 microgrammes par litre d'anatoxine A, eh bien, les activités nautiques seront également interdites sur le lac. Jusqu'à présent, le maximum de microcystines que l'on a observé dans le département, je regarde mon collègue, c'était 5 microgrammes par litre, quoi. Et puis généralement, on est plutôt dans les 1 à 1,5. Voilà. Les cyanobactéries, alors je vais passer peut-être un peu vite, mais certaines sont très utiles, parce qu'elles servent à la fabrication d'antibiotiques, antiviraux, antitumoraux, hein, donc c'est assez peu connu, mais c'est utile, comme l'a dit le précédent orateur, c'est utile, c'était là avant nous, et elles seront là après nous. Et puis d'autres qui sont néfastes, comme les toxines. Voilà. Et elles sont naturellement présentes dans les eaux des rivières, et on ne sait pas quand est-ce qu'effectivement elles vont relarguer des toxines, et puis un certain nombre ne relarguent pas de toxines. À la connaissance actuelle. Les mécanismes de production de toxines sont peu connus. C'est imprévisible. On sait que certaines peuvent relarguer des toxines, et donc, évidemment, dans les mesures de gestion, on va prendre des mesures préventives, et on ne prendra pas de risque vis-à-vis des usagers de l'eau. Les effets sur la santé.
Donc, ça a été dit tout à l'heure, donc il peut y avoir des effets par contact cutané, la peau et les muqueuses. Je rappelle qu'en 2002, il y avait des gens, des clubs de natation et des pêcheurs qui avaient bravé les interdictions qui avaient été formulées, et qu'on avait eu des retours comme quoi il y avait bien une cinquantaine de personnes qui avaient eu des problèmes forts, de problèmes d'hermatose, enfin qui avaient le corps complètement rouge. Ça attaque éventuellement le foie et plus rarement le système nerveux neurotoxine, donc en cas d'absorption dans l'eau. Et je rappelle que quand on se baigne, même si a priori on n'a pas du tout l'intention de boire, eh bien, on ingère quand même au minimum 50 mg d'eau et que donc on peut ingérer une fraction de toxines. En 2002, on n'a pas noté en 2017, mais en 2002, il y avait quand même quelques personnes, et notamment aussi des pêcheurs qui nous avaient dit qu'ils avaient eu des nausées, des vomissements, des étourdissements et des pertes et du vertige et qui étaient tombés à l'eau. Et donc on peut avoir aussi un risque de noyade lié à ça. En cas de mortalité, il y a eu des cas de mortalité humaine, donc ça a été dit, je n'ai pas réapprofondi pour savoir quelles étaient les conditions, mais je pense que les conditions devaient être quand même assez extrêmes. Mais enfin, on parlait quand même de 88 morts en 88, 76 en 1996 au Brésil. On n'a pas toutes données, mais enfin, on peut savoir que quand même, faut pas plaisanter avec des cyanobactéries. En 2017, ça a été dit, donc sur la rivière Cher et le fleuve Loire, il y a eu quand même, je ne sais plus, je crois que c'est une vingtaine de décès de chiens, il me semble. Je ne sais plus bien, mais enfin, il y en a eu quelques-uns. Surtout vers l'aval, dans le Maine-et-Loire, en région centre, on n'avait eu que 3 décès de chiens, mais enfin, quand même, ça vous a tous un peu secoué et demandé de réagir. Les symptômes chez l'homme après une baignade, ce sont ce que je vous disais tout à l'heure, fièvre, douleur abdominale, nausée, vomissement, irritation des yeux, des oreilles, éruption cutanée. C'est ce qui a été observé en France et notamment dans l'Inde et chez nous en 2002. Chez le chien, évidemment, il faut essayer de faire en sorte que le chien n'aille pas boire l'eau de la rivière ou joue avec des bateaux ou des galets qui sont couverts de cyanobactéries benthiques, parce que voilà, il y a des toxines. Et que les gens qui étaient propriétaires de ces chiens, ils sont allés voir leur vétérinaire, mais malheureusement, effectivement, en une demi-heure, les chiens étaient décédés. Il y a des précautions à prendre. Voilà. Donc, après la baignade, si on a apparition chez l'homme des symptômes qu'on a déjà décrits, évidemment, il faut l'inciter tout de suite à consulter un médecin. Et puis, à défaut, s'il ne peut pas, aller voir la pharmacie la plus proche qui pourra lui donner au moins des conseils. Il faut prendre des dispositions vis-à-vis des enfants, bien sûr, donc éviter d'ingérer l'eau. Donc si les concentrations paraissent un peu élevées, même si on est entre 20 et 100 000, mais qu'on est à 90 000 cellules formant par millilitre, il faut peut-être prendre des précautions vis-à-vis des jeunes enfants, parce qu'ils ont tendance à boire la tasse. Voilà. Ne pas se baigner dans des eaux stagnantes que porterait un dépôt d'algues ou de la mousse, ne pas jouer avec des bateaux galets, on l'a dit pour les chiens, mais c'est valable aussi pour les enfants. Prendre une douche après la baignade, ça peut être utile quand même, c'est quand même assez recommandé. Nettoyer le matériel et équipements de loisirs nautiques. Alors après, on pourra discuter, parce que quand on ferme la baignade, mais qu'on a passé de toxines, mais qu'il y a quand même des jeux d'eau, et que notamment des bouées tirées par des bateaux moteurs, et que les gens tombent à l'eau, ils boivent la tasse, on peut discuter. Et pour un chien, évidemment, il faut aller voir le vétérinaire. Je rappelle aussi qu'il faut faire attention aux prises d'eau qu'il peut y avoir en rivière à l'aval, parce qu'il y a des prises d'eau qui sont destinées à la fabrication d'eau alimentaire. C'est le cas notamment de la prise d'eau d'Argenton-sur-Creuse. Voilà. Et donc, il y a une limite de qualité qui est faite, qui est fixée à 1 microgramme par litre. Et donc, en 2002, je rappelle que si on avait toutes les baignades étaient fermées sur le lac Chambon pour cause de cyanobactéries, de Blue Algal, on était à plus de 2 millions de cellules par millilitre. Toutes les baignades qui étaient situées à l'aval du lac, jusqu'à Argenton-sur-Creuse, jusqu'à l'amont, jusqu'au Menou, étaient également aussi fermées pour cause de cyanobactéries. Et donc on avait, en 2002, et comme l'année dernière, en 2017, procédé à des analyses, notamment sur la prise d'eau d'Argenton-sur-Creuse, pour vérifier qu'on n'avait pas de taux excessif de cyanobactéries. Rassurez-vous, on n'en a pas eu. Enfin, on avait des valeurs qui étaient quand même très faibles.
Autre aspect, il y a un traitement à l'ozone à Argenton-sur-Creuse qui doit abattre en gros au moins 99% des toxines s'il y en avait. Il y a des doses effectivement sur lesquelles il ne faut pas dépasser, et pour l'instant on ne connaît que sur les microcystines, et il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de données sur les anatoxines. Voilà. L'information du public, c'est aussi une responsabilité donc, du gestionnaire d'une baignade. Donc il doit afficher effectivement près du lieu de baignade les classements de la baignade, les résultats des analyses du dernier prélèvement, mais aussi le classement de l'année précédente. Des informations sur son profil de baignade, si le site présente un risque de pollution à court terme et quels sont, si l'année d'avant, le nombre de jours d'interdiction de la saison précédente, voilà, et les mesures qui sont prévues en cas de pollution. Quand il y a des informations sur la situation anormale, et puis les causes d'interdiction et aussi les lieux où on trouve d'autres informations. En général, c'est au siège de la commune ou de la collectivité. Ça me permet aussi de rebondir aussi parce que on peut dire qu'on a tout un système complet, quoi. Chaque collectivité gère sa baignade individuellement, alors que quand même on a un ensemble là, qui est le lac Chambon et les communes qui sont à l'aval, au moins jusqu'à Argenton-sur-Creuse, qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Voilà. Et que peut-être ça devrait pouvoir amener à une prise en compte ou une gestion peut-être collective de l'ensemble de ces baignades à discuter. Pour le compte du préfet, l'ARS, on diffuse bien sûr la liste des baignades du département, on alimente la base de données européenne et nationale. Donc vous avez ici le site national qui vous permet d'avoir quasiment en direct, en temps réel, tous les résultats des analyses. Et puis ça alimente le réseau européen également, qui est consultable par n'importe quelle personne de l'Europe. Et puis bien sûr, on valide les mesures de gestion mises en œuvre en cas d'anomalie. Là, j'ai fait un petit, c'est la dernière diapositive, un petit retour quand même sur les épisodes. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais donc en 1988, le lac était vide, donc il n'y a pas eu de saison balnéaire. Le lac avait été vidé complètement. Alors, il y a la question des sédiments. Et donc, une bonne partie des sédiments ont dû être évacués à ce moment-là dans la rivière Creuse, à l'aval du lac. Après, de 1988 à 2002, finalement, on n'avait rien remarqué de particulier. Sans doute qu'il y avait des cyanobactéries, mais on ne les recherchait pas, on ne les analysait pas, et puis on n'avait pas de phénomène visuel qui montrait qu'on avait des problèmes de cyanobactéries. 2002, ça a été le grand boom, et puis ça a complètement... C'est là où on a eu des développements algales à partir du 20 juillet, si je me souviens bien, et tout le mois d'août, et puis certainement après la saison balnéaire, et que donc là, un bloom vraiment massif, on était à plus de 2 millions de cellules par millilitre, et que donc là, ça nous a amené à faire prendre des interdictions de baignade, mais pas seulement, des activités nautiques, de la consommation du poisson, mais aussi l'utilisation de l'eau pour l'abreuvement des animaux, parce qu'on ne connaissait pas non plus tous les risques et toutes les toxines qu'il pouvait y avoir, mais entre autres, les toxines, on avait remarqué qu'on pouvait les retrouver après dans le lait qui est utilisé pour l'alimentation humaine. Et puis également l'arrosage des potagers pour ne pas prendre de risques. Donc ça avait été une année quand même dramatique, on peut dire, pour à la fois l'activité touristique et puis évidemment toutes les activités qui tournent autour de l'activité touristique, mais on ne pouvait pas prendre de risques. Je fais simplement une observation, c'est que l'hiver précédent, cette année 2002, avait été un hiver particulièrement sec et donc avec très peu d'eau de renouvellement des eaux du lac. Toutes les baignades dans la Creuse étaient également fermées. 2003, année de sécheresse et de canicule majeure, on n'a pas eu de problème particulier. Alors certes, on ne procédait pas à des analyses systématiques, mais globalement, on ne voyait rien de visible. Ça ne veut pas dire que les cyanobactéries n'étaient pas là, mais elles étaient à un niveau certainement faible. Ça a été vrai 2003 jusqu'à 2008. 2009, on a commencé à revoir apparaître
Ici, quand même, je voulais dire, en 2003, c'était l'année de la canicule, mais on remarque quand même que dans l'hiver 2002-2003, on a eu un hiver particulièrement arrosé. Voilà, donc ce sont des éléments, à mon avis, qui doivent être pris en considération dans vos travaux futurs. En 2009, on a vu à nouveau apparaître des cyanobactéries, mais à des taux tout à fait acceptables. 2010 à 2013, on a eu des recherches qui ont été faites et qui ont mis en évidence qu'on avait des cyanobactéries et que ces cyanobactéries étaient quand même un taux qui était acceptable puisqu'on était inférieur aux 20 000 cellules par millilitre. 2014, ça devient un petit peu plus sérieux et 2015, on a eu 2 périodes de fermeture temporaire et locale sur le lac Chambon à cause de concentrations en cyanobactéries un peu fortes. Et vous voyez que ça ne concerne pas toutes les baignades. Et puis en 2016, on n'a rien eu de particulier, inférieur à 20 000 unités pharmacologiques. Mais par contre, 2017, c'était très fort, pas aussi fort qu'en 2002, mais quand même assez fort pour arriver à aboutir à la fermeture effectivement des baignades et de la consommation de poissons pêchés, mais pas des activités nautiques, puisqu'on était avec des taux de microcystine et d'anatoxine qui étaient inférieurs au seuil recommandé. Et là encore, on remarque que l'hiver 2016-2017 a été particulièrement très sec et que voilà, était particulièrement très sec. À noter aussi qu'il y a eu un effet de vidange probable aussi du lac qui a dû évacuer une partie de la masse de cyanobactéries parce que le plan d'eau était abaissé de 9 mètres, je crois que ça correspond à peu près à la moitié du volume d'eau du lac. Et donc l'hiver 2017-2018, vous vous en souvenez, il a été particulièrement arrosé. Donc à voir autour de la saison 2018, aurons-nous ou pas des cyanobactéries. Voilà, j'en ai fini. Des questions. Oui, parce que nous sommes sur une chaîne de lacs en réalité, puisqu'il y en a 3. Puisqu'on a 3 lacs les uns derrière les autres, qui se vident les uns dans les autres. Même 6, mais bon. Et ce qui nous concerne, c'est les 3 qui sont là. Donc, comment se fait-il qu'on avait énormément de présence de cyanobactéries sur le lac des Guzons et qu'en dessous, on n'avait pas eu de problème dès l'été? Alors, moi je pense que cet été a été quand même sec. Je rappelle, on avait aussi un épisode caniculaire et il y avait très peu d'eau qui rentrait dans le lac. Je le regardais, je le suivais, on était à 1,5 m3 par seconde. Donc c'est très peu d'entrée et donc très peu de sortie des eaux du lac. Et ce qu'on a pu constater aussi, et puis je remercie aussi la Fédération de pêche qui est là, et puis ses collaborateurs aussi, qui ont été un peu nos yeux aussi sur le lac, ils ont suivi aussi pour nous quels étaient les effets aussi d'une vidange partielle du lac, notamment sur l'effet de la masse de cyanobactéries qui existe aux bordures des plages. Voilà. Et on pensait qu'en vidant une partie du lac, peut-être qu'on évacuerait une grosse partie de la masse de cyanobactéries, et oui, ça n'a pas été le cas. Finalement, l'eau s'est retirée progressivement, les cyanobactéries sont retirées avec l'eau, et on sont toujours restés dans l'eau, mais un peu en retrait par rapport à la situation normale, quoi. Donc, je pense qu'on n'a pas eu non plus d'effet d'évacuation de la masse de cyanobactéries à l'aval. Voilà. Donc, on les recherchait aussi à l'aval, mais on ne les a pas mis en évidence. J'avais mis une hypothèse, le fait que l'eau qui arrive à Barèze, enfin Barèze et au-delà, est plutôt prise en profondeur, puisqu'elle passe par les prises d'eau. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit un peu plus froide qui peut contribuer, ou parce que le bassin a des variations plus importantes? C'est peut-être les chercheurs qui peuvent le dire, c'est-à-dire que les cyanobactéries vivent dans une certaine stratification, et peut-être pas jusqu'au fond, alors que la prise d'eau est à moins 9 mètres par rapport au niveau du... Enfin, l'évacuateur d'eau est à 9 mètres en dessous du niveau du plan d'eau. On vidait le lac tous les 10 ans, depuis qu'il existe, jusqu'en 88. À cette époque-là, ils avaient arrêté d'utiliser la méthode pour surveiller le barrage qui consistait à mettre la canule et pour utiliser des outils qui plongent. Ça évitait de vider.
est-ce que si on revenait aux vidanges complètes, on évacuerait correctement ces bactéries? Tout ça en attendant les 30 ans qu'on nous annonce pour pouvoir remettre les plans d'eau en état d'équilibre, à la condition que tous les bassins versants soient retraités correctement d'un point de vue de l'agriculture. Ici, on n'a pas d'usine. Donc ça ne peut être que ces causes-là qui sont celles de l'eutrophisation du lac. Voilà, donc ça ne sera pas à moi de répondre sur ce sujet-là. Moi, je ne fais que constater. Je regarde qu'effectivement, avant 2002, on avait des vidanges du lac, on les a plus. Maintenant, on a des hivers pluvieux, puis d'autres très secs. On constate. Nous, on ne peut que constater. Maintenant, après, ce serait peut-être plutôt à EDF, peut-être, et puis ces chercheurs, de donner des informations. Je ne vais pas répondre pour EDF, mais c'est vrai que les vidanges se font que s'il y a travaux à faire. Philippe, tu veux répondre? Oui, je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus les vidanges, parce qu'on sait aussi que les vidanges, c'est très traumatisant, notamment pour l'aval, puisque lorsqu'on fait une vidange, forcément, il y a des matières en suspension qui sont mises sur l'aval. Donc, le fait de ne pas faire de vidange, c'est quand même, au point de vue écologique, un plus. Maintenant, moi je suis incapable de dire que si les vidanges pourraient améliorer la prolifération des cyanobactéries. Là, ça, je me suis incapable de répondre là-dessus. Voilà. La chose qu'on peut dire, c'est que s'il n'y a pas de vidange, on a quand même un amoncellement de sédiments dans le lac, quoi. Voilà, donc, avant, il y avait un effet, un piston au moins de chasse, quoi, qui existait. Maintenant, à voir. Il faut certainement y faire des études et puis faire une balance avantage-risque. On connaît la proportion de sédiments qui partent lorsqu'on a une vidange? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Même quand il y a vidange, il y a une grande quantité de sédiments qui restent. Oui, voilà. voilà. La vallée, la Creuse, la vallée originelle, où les sédiments s'en vont. Et sur les côtés, tous les sédiments restent. Alors il faudrait que le lac soit vidangé d'un seul coup, quoi. Ouais, enfin, je voudrais juste ajouter une petite question avec l'EDF également. C'est que l'objectif d'une vidange, quand on en fait encore, c'est uniquement de mettre le barrage hors d'eau pour pouvoir réaliser des travaux qui sont compliqués à mener en eau. Et la vitesse d'abaissement lors d'une vidange est justement calculée et mise en œuvre pour limiter au maximum le départ de sédiments. Enfin, le but d'une vidange, c'est pas d'évacuer des sédiments vers le mal, au contraire. On réalise des bassins de décantation, on a des vitesses d'abaissement extrêmement basses, et donc l'objectif, c'est pas du tout de transférer des sédiments vers l'aval, au contraire. Donc ça ne me semble pas être, on va dire, une solution pour dégager les sédiments d'un Râteau-des-Buzons. Alors, à savoir quand même que sur Éguzon, on suit la sédimentation, alors on fait des bathymétries tous les 10 ans, et que la quantité de sédiments présente dans Éguzon, évidemment ramenée au volume de la retenue, est quand même relativement faible, et que l'épaisseur de sédiments n'est pas extrêmement significative. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes de relargage de phosphore par les sédiments, hein, ça c'est clair. Mais il n'y a pas, on va dire, une sédimentation massive comme on peut en trouver dans d'autres retenues alpines, par exemple, ou des petites prises d'eau qui se colmatent très rapidement avec des apports de matière organique importants. Donc, à part déduction, quand on se souvient de la vidange de Roche-au-Moine il y a plusieurs années, la base était toute en vue dans le lac de la Roche-Valais. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le lac de la Roche-au-Moine, c'est peut-être le moins pollué. Parce qu'à ce moment-là, ça avait tout enlevé les sédiments. C'était une catastrophe, puisque la Chaumette, il y avait un mètre de gaz partout, il faut s'en souvenir. Et là, ça a été complètement vidé, ça a été nettoyé. Éguzon, tant que ça ne sera pas vidé complètement et enlevé tous ces sédiments, on aura toujours un effet de bactéries. Ça se comprend. C'est la culture l'été, cette chaleur. Il faut vider à fond, nettoyer une fois, et ça revient. L'eau se rapporte. C'était l'affirmation. Autre question? J'aurais une question à poser à l'ARS, je dirais même aux ARS, puisqu'on a la chance qu'on est aussi des représentants de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Vous avez bien montré la responsabilité du maire. C'est très clair. Et on l'assume. Maintenant, il y a à mon avis une contradiction. Comment un maire
qui représente qu'une petite partie d'un bassin versant, peut-il prendre à bras-le-corps la totalité des préconisations que vous demandez, rechercher le phosphore, voir comment améliorer? Et ma question est la suivante. Vous avez compris qu'on va essayer de faire un regroupement de collectivités locales, de chercheurs. Est-ce que l'ARS, malgré la grille de lecture que vous nous avez donnée aujourd'hui, sera prête à nous accompagner? Les ARS, puisqu'on est sur deux régions, 2 départements, est-ce que vous pensez que les ARS pourront nous accompagner dans ces démarches? Moi, je ne vois pas d'éléments contraires, hein, effectivement. Enfin, j'ai essayé de le souligner tout à l'heure, quoi. On l'a vu ne serait-ce que pour le département de l'Indre. Il y a quand même un ensemble de baignades et puis qui sont dépendantes, effectivement, du même cours d'eau et de la même masse d'eau. Donc, non, au contraire, on ne peut être que favorable à une gestion, une prise en main commune par l'ensemble des collectivités, au moins sur notre territoire. Si vous faites sur un plus grand territoire, pourquoi pas? Après tout, entre ARS, on communique aussi entre nous. Hein. Merci. On voit bien quand même que le souci des maires aujourd'hui, c'est d'essayer de développer leur territoire. On sent bien que les regroupements sous forme de nouvelles CDC et les réflexions qui sont menées sont faites pour ça. Et on s'aperçoit évidemment que notre fleuron, c'est-à-dire le grand lac des Gusons, dans lequel on mettait tous les espoirs, est freiné, notamment dans le développement touristique, par ces fameuses cyanobactéries qui sont annoncées au mois de juin et qui d'un seul coup vous plombent tout le développement touristique qu'on peut avoir au cours de l'été, dont on prévoyait qu'il allait considérablement développer notre économie locale. Du moins c'est là-dessus qu'on doit aller. Alors il y a une contradiction avec l'ARS, c'est qu'effectivement on fait des analyses tout au long de l'été, notamment les cyanobactéries se développent encore plus, et vous l'avez souligné, les fréquences seront plus importantes, ça a un certain coût pour la collectivité. Et le résultat, c'est que l'ARS qui fait des analyses différenciées, les cyanobactéries en font partie, mais pas que. Tout à l'heure, vous avez dit contamination fécale, avec recherche d'autres bactéries, de pollution. Et à la fin de la saison, on arrive à ce constat extraordinaire de l'ARS qui vous dit qualité des eaux pendant l'été sur le lac des Gusons, excellente. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà encore des analyses de l'ARS pour essayer de trouver, en analysant plus en profondeur, des possibilités de dire on n'est pas dans ce type de pollution qui va nécessairement nécessiter un arrêt de la baignade et un arrêt de la consommation des poissons, parce qu'on a l'impression à certains moments qu'on ouvre le parapluie un peu trop vite en disant bon ben voilà, les eaux sont polluées, prenons par sécurité, on ne se baigne plus, et jusqu'à maintenant on n'a quand même pas eu de problème majeur au niveau des humains et au niveau des personnes qui se baignent ou qui consomment du poisson. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ma question, mais je demande à l'ARS si c'est possible, et ça rejoint la question de Jean-Paul tout à l'heure, d'aller le plus loin possible dans les analyses de manière à ce qu'on soit sûr de ce qu'on annonce. Oui, alors, enfin, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y en a une, c'est une contradiction. Effectivement, on a toujours une eau qui est microbiologiquement de bonne qualité, voire excellente qualité, parce que les textes européens et français ne prennent en compte que ces paramètres-là pour faire le classement des zones de baignade. Et malgré tout, on la ferme certaines années, on ferme les baignades certaines années, parce qu'il y a effectivement des problèmes de cyanobactéries. Oui, oui, on est obligé de les fermer. Maintenant, est-ce qu'on recherche à leur adapter, aller le plus loin possible? Pourquoi pas, hein, vous avez toute la liberté de faire, et je l'ai bien dit et souligné dans la présentation, c'est que collectivité, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que nous on fait dans le cadre du contrôle sanitaire, qui est réglementaire et qui est imposé, hein, et défini par les textes. Voilà. Aller beaucoup plus loin, après, il faut réfléchir à quoi, qu'est-ce que vous pouvez rechercher. C'est-à-dire que quand déjà on recherche les cyanobactéries, on recherche en plus on identifie toutes les espèces présentes
et notamment celles qui sont toxinogènes. Et quand on regarde, et je regardais encore hier soir, les résultats, quand on arrive à des taux importants, et ceux que je vous ai inscrits sur la dernière diapositive, finalement, ce sont essentiellement des cyanobactéries toxinogènes. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas prendre d'autres choix que de suivre les recommandations qui sont fournies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est une agence indépendante d'expertise qui réunit des chercheurs. On a vu aussi monsieur qui fait partie du groupe de travail, qui regroupe à la fois des médecins, des pharmaciens, des toxicologues, des ingénieurs de tous les horizons pour pouvoir arriver à qualifier exactement le risque au plus près sur la santé. Et donc nous sommes dans la gestion ARS, et donc notre rôle est effectivement de mettre en application les recommandations de l'ANSES, parce que c'est l'instance qui évalue véritablement le risque, et donc on ne peut pas faire prendre de risque à des usagers, même si au bout de toutes les saisons, depuis 2002 jusqu'à maintenant, on a identifié qu'en termes de microcystine, finalement les taux rejetés sont relativement faibles, et que, mais comme on ne sait pas comment fonctionnent les cyanobactéries et comment elles les relarguent, et si elles relarguent véritablement des toxines, on ne peut pas prendre ce risque de ne pas suivre ces recommandations. Bonjour à tous. Une petite question qui va peut-être introduire la phase suivante. Certes, nous sommes sur un territoire avec un contexte donné, mais peut-être que cette problématique existe ailleurs, en France ou en Europe, et que peut-être d'autres se sont déjà posé les questions et ont peut-être déjà apporté des réponses, en sachant bien naturellement que chaque territoire est différent. Avons-nous des éléments de réponse par rapport à ça? Enfin, ça peut-être plutôt à mon prédécesseur de retenir, mais l'ANSES fait forcément une revue de ce qui se passe dans le monde. Là, actuellement, pour la révision donc, de l'ouvrage sur les risques sanitaires de 2006, on a effectivement commencé par ça, c'est-à-dire le catalogage, on va dire, de tout ce qui a pu être fait au niveau mondial, en termes de surveillance, de risques, de seuils qui ont été posés, qui sont à discuter, parce que certains sont encore plus stricts que la France, d'autres sont très lâches, d'autres prennent des choses différemment. Donc il y a effectivement déjà au moins ces infos-là qui sont concaténées et qui seront dans le document final de manière synthétique. Et après, il y a quand même à certains sites, et je citais tout à l'heure le Bourget, où il y a effectivement été fait des choses pour contrôler petit à petit, lutter contre ces proliférations. Je pense qu'à l'échelle de la Bretagne et du Crécep notamment, mais il y a aussi d'autres choses qui ont pu être testées sur d'autres sites, pour avoir été un colloque organisé par le Crécep lui-même, où effectivement ils ont eu des choses où il a été testé, alors dans certains cas de manière très malheureuse, tout et son contraire, pour au final aboutir à pas de solution. Mais il y a d'autres sites comme ça qui sont quand même, sur lesquels ils ont fait des efforts, ont fait des essais, des tests pour mieux comprendre et aller dans une direction qui effectivement améliore les conditions quand même. Merci. Mais c'est vrai que la confusion existe. Hein. Quand on affiche des résultats d'analyse classe A, l'eau elle est bonne. Puis bon, paf, on va afficher une interdiction de baignade. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Moi je me souviens, il y a quand même assez longtemps, on était classé en catégorie D, qualité de nos eaux du lac. Voilà. Bon, pas à mon avantage, mais on voit bien qu'on a progressé par l'assainissement, puisque nous sommes en classe A maintenant quand même depuis un assez grand nombre d'années. Voilà, si on a pu progresser sur la bactériologie classique, peut-être qu'on peut aussi progresser sur les cyanobactéries. Je crois que c'est l'objet de la journée. Voilà. Justement par rapport à cette contradiction soulevée là tout à l'heure, je comprends effectivement, on dit c'est classé en très bon état et alors qu'on a fermé les baignades. Alors moi je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que plus on va rajouter de contraintes et de critères de sélection, plus on a des chances de déclasser les sites et de se retrouver avec des choses fermées et systématiquement affichées de mauvaise qualité. Alors ça c'est pour faire l'avocat du diable. Ceci étant, la réglementation que met en œuvre l'ARS, très clairement, c'est pas elle qui l'a dite et qui l'a écrite, elle vient d'en haut. Et on peut espérer qu'elle ne va faire que s'améliorer, c'était pour une meilleure prise en compte, qui sera peut-être plus stricte dans certains cas,
mais qui au moins sont peut-être mieux perçus par, on va dire, le commun des mortels, dans le fait que, effectivement, on nous a dit que l'eau n'est pas si bonne, et oui, c'est vrai, on a effectivement fermé pour telle raison ou telle autre, que ce soit un peu plus concordant, enfin, je suis d'accord que ça peut être amélioré. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que la directive de 2020 prendra en compte l'aspect cyanobactéries dans ces classements. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Par contre, en termes de cyanobactéries et risque de toxines, il faut considérer que c'est exactement comme si on avait un camion de produits chimiques qui se déversait en amont du lac, ce serait une pollution. Donc, même chose, on interdirait effectivement les activités où on a des expositions possibles de personnes à des substances dangereuses, quoi. Voilà, donc, c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, puisqu'on a obtenu le label pavillon bleu. Ah oui, vous êtes pavillon bleu, vous fermez la baignade. Alors vous voyez que ça complique la compréhension des choses, mais effectivement, les cyanobactéries sont considérées comme une pollution ponctuelle, on va dire, et dans les critères de l'obtention du label pavillon bleu, effectivement, on ferme quand il y a un problème de ce genre, mais ça n'enlève pas la qualification pavillon bleu, parce que justement, c'est une approche environnementale globale. Voilà. Donc, si ça peut expliquer les choses.